Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, membre du comité d'investissement chez Carmignac. On a compris que les marchés ne vendaient pas mais n'achetaient pas spécialement cet accord, ce pré-accord, l'accord de principe annoncé par Donald Trump vendredi soir avec les Chinois. Tout le monde était déçu parce que l'ampleur du sujet, on voit bien que on a compris qu'on comprend juste leur point de désaccord. On ne voit pas sur quoi ils sont d'accord. Enfin, encore une fois, l'essentiel n'est pas là, et j'espère qu'on aura le temps de parler de l'essentiel. Là, c'est vraiment pas l'essentiel. Là, on est dans quelque chose qui est la posture, c'est lié aux ambitions politiques de Donald Trump. On a des marchés qui sont rythmés par les tweets, ces choses comme ça. C'est pas ça qui va donner la tendance. Gardez bien à l'esprit que les marchés actions, globalement, que vous preniez en Europe, aux États-Unis, au Japon, sont à peu près au même niveau qu'au mois d'avril dernier. Au mois d'avril dernier, on est au mois d'octobre. Donc ça crée de la volatilité pour rien, du bruit pour rien, quelque part. Oui. Mais ça rythme quand même le quotidien, c'est voilà, quand même la réalité. ça rythme le quotidien. Mais ça ne vous donne pas comment dirais-je, l'indicateur de ce que peut être la tendance des marchés dans les 6 mois, 1 an qui viennent. En revanche, je me permets d'insister là-dessus, il s'est passé quelque chose potentiellement de majeur dans les derniers jours, et ce n'est pas la phase 1 d'un accord entre la Chine et les États-Unis. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Voilà, je vous crée un petit peu de suspense. Le suspense, il est fort. Là. Quelque chose dans le domaine que j'avais mentionné à plusieurs reprises par le passé, qui est celui de la liquidité en dollars. Sur le marché interbancaire américain. Oui, mais alors pas seulement. L'idée clé qu'il faut avoir vraiment en tête, et je me souviens on avait parlé ensemble, c'est qu'il faut se souvenir qu'en 2018, la baisse des marchés, la correction de fin d'année, c'était le résultat d'une collision entre un marché, entre une économie qui ralentissait. Une économie qui ralentit et une Fed qui augmente ses taux. Exactement. Et je m'en souviens. Et non seulement elle montait ses taux, mais vous vous souvenez qu'elle réduisait la taille de son bilan. C'était le fameux quantitative tightening, le détricotage du quantitative easing. C'était ça l'histoire de 2018. Elle en est sortie là. Alors elle en est sortie d'abord par des mots en disant on va arrêter le quantitative tightening, donc petit à petit elle a arrêté au mois de septembre, c'était le mois dernier seulement, elle a finalement arrêté. Or elle vient d'annoncer le week-end dernier, ça remonte à vendredi, pas plus tôt que cela, la décision d'acheter chaque mois jusqu'à 60 milliards de dollars de titres à court terme. Voilà, exactement. C'est pas un QE. Alors, c'est toute la question. C'est un rachat d'actifs, mais qui est sur la partie courte. Voilà, la partie très courte, c'est-à-dire on va dire 1 mois à 1 an, à peu près. Donc, ce n'est pas sur la partie longue du tout. Pour soulager le marché interbancaire. Exactement. Qui apparemment, pour des raisons techniques, on a du mal encore à bien comprendre, enfin de mon côté, a tendance à se refroidir, à se glacer un peu. Voilà, alors c'est vrai que c'est très technique. C'est très technique, c'est lié au financement interbancaire. Et donc effectivement, ça paraît très technique, mais on aurait vraiment tort de le négliger et de se dire que ce qui compte pour les marchés... Les marchés actions, pour l'instant, ils ne réagissent pas trop. Enfin, ça ne les fait pas baisser. Oui, mais les marchés actions ont tendance effectivement jour le jour à davantage réagir à l'actualité sur les tweets et la guerre sino-américaine, alors qu'il me semble que fondamentalement... Donc il y a un sujet, encore une fois... Il y a un sujet majeur là. Un sujet majeur, de la même manière que le sujet majeur de 2018, c'était bien celui-là, c'était celui d'une Fed qui tournait le dos au ralentissement économique et malgré ça essayait de passer en force, essayait de normaliser. On a eu sur 2019 des mots. On va faire attention. Quelques baisses de taux, pas grand-chose. On a eu déjà deux, il y en a une troisième a priori. 2 fois 25 points de base de baisse de taux, c'est pas ça qui peut enrayer un ralentissement économique. Et puis on a cette annonce de 60 milliards. Alors effectivement, la première réaction consiste à dire, attention, ce n'est pas du quantitative easing, ce n'est que pour aider la liquidité interbancaire, à fluidifier le marché interbancaire. Très bien. Il n'empêche que c'est 60 milliards de dollars d'actions, d'achats de T-bills, donc ces obligations à court terme. Il faut bien se rendre compte ce que c'est que ce montant, 60 milliards. À l'époque, à la belle époque du quantitative easing, le 1, le 2, le 3, on était à 60-80. Oui, c'est ça, entre 50 et 100, grosso modo. Là, on est à 60, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, ce n'est pas la même maturité, on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va durer, mais les ordres de grandeur sont les mêmes, qui sont considérables sur une base annuelle, parce que ça va s'ajouter chaque mois. Vous passez de 60 milliards, chaque année, chaque mois, vous augmentez de 60 milliards. Il faut au contraire s'en réjouir. Ah bon? Le fait que la Banque centrale américaine soit obligée d'injecter, encore une fois, d'acheter des titres court terme
alors que ce n'était pas prévu du tout pendant une durée indéterminée. Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? C'est une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça cache derrière? C'est ça? Non, Quel est le problème derrière entre les banques? C'est pas du tout caché. Non, mais le problème bancaire, comme vous dites, c'est un problème technique. Le problème plus fondamental, c'est qu'il y a un manque de dollars dans l'économie globale. Il y a eu, par réduction de la taille du bilan de la Fed en 2018, comment dirais-je, une ponction des dollars dans le système global. Pourquoi les marchés émergents sous-performent de manière très forte depuis plusieurs années, mais en particulier depuis l'an dernier et encore cette année? C'est parce que c'est dans le monde les régions qui ont le plus besoin de dollars pour se financer. Si le dollar commence à être plus abondant, première chose, il peut commencer à s'affaiblir. Ouais. Ce qui serait une grande nouvelle. Vous savez que le dollar monte en gros depuis presque 2 ans maintenant, précisément parce que l'offre de dollars s'est réduite. Si l'offre de dollars revient, alors on pourrait rentrer vers une plus grande abondance de dollars. Alors c'est le signe de tension, de ralentissement économique, très bien, sauf qu'on le sait ça. Et la question c'est, est-ce qu'on peut avoir des solutions? Si effectivement, alors je vais caricaturer un petit peu, mais si effectivement la Fed, la Banque centrale américaine, capitule, c'est-à-dire grosso modo non seulement baisse les taux d'intérêt, mais refait de la création monétaire, alors c'est certainement une très bonne nouvelle pour le monde émergent, probablement pas une très bonne nouvelle pour le dollar, et donc c'est quelque chose qui peut, à mon avis, changer la direction des marchés dans les 6 mois qui viennent. Mais l'impact que ça a, de le fait d'acheter, encore une fois, que la Fed achète des T-bills, des bons du Trésor de court terme, ça n'a pas le même effet sur les marchés que quand elle achète du 10 ans ou plus? Absolument. Et là, il va falloir rentrer dans le nerf du sujet. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui, mais il faudra absolument le faire. C'est qu'effectivement, l'effet sur les marchés peut être sensiblement différent. Ce qu'on a eu à l'époque du véritable quantitative easing, c'était des achats d'obligations à long terme, qui ont fait baisser les taux longs. Les taux longs qui ont beaucoup baissé. Il est tout à fait concevable cette fois-ci que ce ne soit pas l'effet atteint, d'une part parce qu'en effet, pour l'instant en tout cas, parce que rien ne vous garantit que ça ne changera pas, mais pour l'instant, ce n'est pas la partie longue qui est achetée, et en plus de ça, par rapport aux années précédentes, ça recrée de la pente. Ça recrée de la pente aussi, par rapport aux années précédentes, en plus de cela, vous avez le Trésor américain qui doit émettre à long terme pour financer son déficit budgétaire, qui est de l'ordre de 5% désormais, alors même que l'économie américaine est pour l'instant en relativement bonne santé. Imaginez qu'en 2020, l'économie américaine ralentisse sensiblement, alors son déficit budgétaire peut augmenter, et donc son besoin d'émettre des obligations pour le financer augmentera. Autrement dit, on peut avoir là, contrairement à ce qui s'est passé à l'époque du véritable quantitative easing, une hausse des taux longs, et non pas une baisse. Si on avait ce schéma-là, vous imaginez que pour un gérant obligataire, c'est une histoire complètement différente de ce qu'on a eu précédemment. Pour un gérant action, ça devient intéressant parce qu'il y a eu un aplatissement de la courbe des taux pendant des années, une baisse des taux longs. Là, on aurait, comme vous le commenciez à le dire, une pontification de la courbe des taux. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas les mêmes secteurs dans les marchés actions qui se comportent bien. Donc on a peut-être là, ça reste à confirmer. Pour l'instant, la Fed a fait une espèce de communiqué rapide pendant le week-end de ce qu'elle allait faire. Donc il faut creuser ce sujet-là, voir combien de temps ils vont le faire. Est-ce que vraiment ça va être 60 milliards chaque mois? Il faut se réjouir. On a peut-être quelque chose. Ah, bien entendu, en tant qu'investisseur. C'est le signe que l'économie ralentit, mais ça, j'espère que personne n'est surpris aujourd'hui. En tant qu'investisseur, bien entendu qu'il faut s'en réjouir. Se rendre compte qu'un des problèmes des marchés des 18 derniers mois a été un manque d'offres de dollars. L'économie mondiale se finance en dollars. Quand vous n'offrez pas suffisamment de dollars, eh bien l'économie mondiale qu'elle réagit, la Fed, elle réagit 18 mois après. Elle est très en retard. Elle est très, très en retard. Et un de mes messages, quand on s'était vu, je crois, il y a un mois à peu près, c'est effectivement de m'alarmer parce que la Fed ne réagissait pas. Elle était vraiment en retard. Vous préconisiez des baisses de 50 points de base. Oui, voilà, exactement. Donc elle commence à se réveiller et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Elle devrait y venir aussi, à la fois continuer ses rachats d'actifs sur la partie courte, mais aussi baisser ses taux plus sensiblement. Absolument. Oui, tout à fait. L'économie américaine, aujourd'hui, est en train de rejoindre l'économie globale dans le ralentissement. Ça ralentit vraiment aux États-Unis maintenant. Il faut vraiment s'en rendre compte. Le pilier qui a tenu de manière extraordinaire pendant très longtemps, c'est le consommateur. Regardez la confiance des consommateurs, le rythme des ventes de retail, des ventes à la consommation aux États-Unis, c'est en train de ralentir. Mais ce soutien monétaire de la Fed, est-ce qu'il sera de nature à
relancer la machine américaine? Toute la question du timing, puisqu'ils sont très en retard. Donc malheureusement, l'économie s'est déjà mise sur des rails de ralentissement importants. Et d'autre part, c'est une question d'ampleur. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que depuis le week-end dernier, on nous parle de mouvements monétaires, c'est-à-dire d'augmentation du bilan de la Fed, même si c'est sur la partie courte de la courbe, qui sont d'ampleur similaire à ce qu'on avait connu dans les années précédentes. Oui, donc c'est une. Donc ça peut être bon pour les marchés actions, mais pas. Il faudra voir les secteurs, pas pour tous les secteurs. Exactement. Exactement. Bon, encore un petit mot quand même de la guerre commerciale. Est-ce que les marchés s'y réagissent pas parce qu'ils se rendent compte que c'est une trêve de façade peut-être et que rien n'est résolu, mais aussi parce que finalement les marchés se font à l'idée que cette guerre commerciale va durer et que c'est une espèce de, on avait peut-être évoqué ensemble, de guerre froide commerciale qui va durer. Oui, bien sûr. C'est pour cela que ça crée du bruit, beaucoup de bruit. Mais fondamentalement, on est sur quelque chose dont on connaît à peu près l'issue, c'est-à-dire des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine qui vont se réduire, la Chine étant plutôt ravie structurellement, stratégiquement, d'être moins dépendante des États-Unis, et les États-Unis souhaitant être de plus en plus autonomes. Donc on va vers une déglobalisation, dans une certaine mesure. De cette relation bilatérale. Oui, absolument, oui, tout à fait. Ce qui, encore une fois, va dans le sens de la Chine, qui souhaite être, d'une part, de moins en moins dépendante des États-Unis, et d'autre part, d'avoir une économie domestique de plus en plus importante. Et puis une trêve qui peut voler en éclats à tout moment, parce qu'il reste encore 5 semaines, soi-disant, pour cette phase 1 de l'accord, pour le mettre noir sur blanc, à la fois rien n'est réglé dans le fond, et d'ici à 5 semaines, il peut se passer encore plein de choses. Oui, mais comme vous dites, c'est une trêve, hein. Par définition, une trêve, c'est pas un armistice, c'est encore moins une signature d'accord de paix. Je vous signale quand même qu'en termes de risque politique, si ce sujet-là commence à être un petit peu dilué, et je pense qu'il va faire de moins en moins la une des journaux, je pense que le risque politique, d'un point de vue marché sur les États-Unis, c'est bien davantage... La destitution, l'impeachment? Non, c'est même pas l'impeachment. Enfin, si ce n'est indirectement, c'est probablement qui sera le candidat démocrate face à Donald Trump l'an prochain. Ouais. Et le fait qu'Elizabeth Warren, aujourd'hui, peut-être à la faveur de ces histoires d'impeachment liées à l'Ukraine, parce que ça affaiblit la position de Joe Biden comme candidat démocrate, la nomination éventuelle, hein, on n'a pas l'information encore, la nomination éventuelle d'Elizabeth Warren comme candidate démocrate face à Donald Trump, là serait quelque chose qui, pour les marchés, pourrait terrible. En vu ses positions, sauf si elle les adoucit post-élection interne. Alors il est probable qu'elle les adoucisse. Ça va faire trembler les marchés. Hein. Voilà, exactement. Donc je pense que le vrai risque politique, il n'est pas dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il est dans l'alternance politique potentielle aux États-Unis. C'est intéressant. Dans une interview aux Échos, Steve Eisman, qui était un financier très écouté aux États-Unis, affirme qu'un nouveau mandat de Trump serait très bien vu par les marchés. Je me suis dit, est-ce qu'il le dit en absolu ou en relatif? Parce que derrière, si c'était Elizabeth Warren, sauf si elle adoucissait encore une fois ses positions, le marché préfère toujours Trump à Warren. Oui, certainement. D'ailleurs, si on relie les deux sujets, États-Unis-Chine d'une part et élections aux États-Unis, je pense que la position d'Elizabeth Warren à l'égard de la Chine serait largement aussi dure que celle de On a du mal à Trump. imaginer vu de France, hein, mais c'est important de le répéter ça, que ce combat de Trump, encore une fois, contre la Chine, est éminemment populaire aux États-Unis et largement partagé par les démocrates. Un petit mot des taux bas pour clore. Sur les taux bas, de plus en plus on entend dans la presse et pas seulement émerger toutes les conséquences néfastes, encore une fois, des taux bas. Je pense notamment en zone euro, le fait que ça euthanasie l'épargne, le fait que ça mette les banques, les assureurs en difficulté. C'est quelque chose aussi maintenant qu'il faut vraiment dire que les effets positifs sont de moins en moins contrebalancés par les effets secondaires. Oui, alors ça encore, comme vous dites, c'est pas une nouveauté. Je pense que ça ferait baisser encore plus loin. Les banques hurlent sur ce sujet-là depuis bien longtemps, donc c'est incontestable. Il y a d'autres sujets liés à cela qu'il va falloir traiter dans les prochains mois. Un, c'est pas seulement le niveau des taux, mais c'est leur forme, leur courbe. Est-ce que les taux longs pourrait remonter un petit peu pour quantifier cette courbe. Hein. C'est pas seulement que les taux courts sont bas, c'est que la courbe des taux est complètement plate. Et c'est ça le drame pour le secteur bancaire. En Europe. En Europe, mais c'est vrai globalement. Maintenant, c'est vrai aux États-Unis également. Comment faire pour faire repontifier un peu cette courbe des taux? Et là, l'un des sujets, vous le savez bien, qui commence à vraiment être mise en avant même par Mario Draghi lui-même, consiste à dire... Les États. Voilà, il faut commencer à avoir quelque chose, pas forcément un relais
de l'un par l'autre, mais une complémentarité, de telle manière que l'on puisse avoir des marchés actions et des marchés obligataires qui commencent à anticiper non pas une japonisation générale avec des taux à zéro pour toujours, mais au contraire, commencent à anticiper des taux qui pourraient monter à l'avenir et donc qui permettent à la courbe des taux de se redresser. Ouais, c'est toujours assez facile, Didier Saint-Georges, de ceux qui disent ouais, il faut sortir des taux bas, etc. Il faut que la politique monétaire retrouve une forme de normalité. C'est moins facile à faire. J'attends de voir le banquier central qui viendra annoncer au marché. Je pense qu'à mon avis, ça provoquerait sûrement un petit mouvement de panique. Quand même. Non, mais bien entendu, c'est tout le sujet d'ailleurs, c'est de réussir à créer une forme de relais, dirons-nous, par une politique budgétaire un peu plus expansionniste, sans que ça crée un krach obligataire. Voilà. Donc précisément, il ne s'agit pas pour les banques centrales de dire on va laisser monter les taux, c'est au contraire de réussir à faire en sorte que les gouvernements contribuent à une relance économique avec le soutien des banques centrales, de telle manière que ça ne mène pas à une remontée des taux violente qui, comme vous dites, serait de toute façon extrêmement mal perçue par les marchés. Alors Didier Saint-Georges, on le voit sur Boursorama, on peut le lire aussi dans Le Monde. Je lisais votre tribune il y a quelques jours. Vous disiez les marchés expriment une certaine peur du vide. C'est le titre de votre chronique. Ce vertige, quand on fait le lien avec ce qu'on a dit avant. Oui, alors c'est intéressant parce qu'en effet… Oui, c'est intéressant, je vous lis, moi. En quoi consiste le vide en question? Ouais. C'est entre cette période qu'on a connue jusqu'à présent de banque centrale qui était la seule solution vers laquelle se tournaient les économies et les marchés. On est au milieu du guet entre les banques centrales qui arrivent en bout de course et les relais fiscaux, budgétaires qui, eux, ne sont pas encore prêts. Très hypothétique tout ça. Non, mais enfin, ça c'est un fait, c'est-à-dire qu'on voit bien M. Draghi qui nous dit j'ai fait tout ce que j'ai pu, je ne peux pas aller plus loin, mais le relais, qui appelle les gouvernements à prendre le relais, mais qui, vous voyez l'Allemagne, eux qui disent attendez, on va quand même en parler un petit peu avant. Et donc ce vide, il est entre ces deux solutions, et les marchés, effectivement, sont amenés à se poser quand même une certaine inquiétude de ce vide-là. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est pour ça que je suis ravi qu'on ait pu en parler aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que, on va dire, la Fed, et en particulier Jay Powell, son président, ont pris conscience du fait qu'en tant que banque centrale américaine, c'est à peu près la seule qui a encore de la marge de manœuvre pour pouvoir prolonger, je dirais, le problème jusqu'à ce qu'une reprise économique soit tirée par la politique budgétaire. Donc le fait qu'il ait pris conscience de cela, même si c'est à reculons, même si c'est en retard, même si ce n'est pas encore du quantitative easing qui avoue son nom, c'est quand même une bien bonne nouvelle qu'on a entendue. Que c'est 60 milliards de dollars de rachat d'actifs court terme. En même temps, je comprends que ça puisse soulager un petit peu le marché interbancaire, mais en quoi ça relance la croissance américaine? C'est pas que ça relance la croissance, c'est que ça réduit un facteur majeur de ralentissement qui était l'assèchement de liquidités en dollars. Alors c'est vrai que ça paraît vite technique ce genre de sujet, on a tendance à regarder le cycle économique, etc. Or, il faut vraiment se rendre compte qu'en gros, on va retourner aux bases, les marchés c'est une fonction de trois choses. Un, la psychologie, la confiance, etc. C'est tout à fait majeur. Deux, c'est l'économie réelle, comment va l'économie. Trois, c'est l'argent qui est disponible pour mettre en œuvre votre vision de l'économie et votre optimisme éventuel. Donc la partie liquidité, l'argent disponible pour investir, pour se positionner sur la croissance, c'est absolument décisif. Historiquement, tout cela a été régulé simplement par les taux d'intérêt. En montant ou en baissant le taux d'intérêt, on rendait la liquidité plus ou moins chère, donc plus ou moins abondante. Ça, c'était avant. À partir de 2009, s'est créée cette notion d'assouplissement quantitatif, donc non plus par les taux d'intérêt, mais tout simplement par l'offre en quantité de liquidité. Et ce phénomène-là, on a bien compris pendant 10 ans qu'il avait mené les marchés et empêché une récession majeure dans le monde. Ce qu'on a mal compris, me semble-t-il, l'an dernier, c'est que dès qu'on essaie de sortir de ce régime-là… On est incapable d'en sortir. On est incapable d'en sortir. C'était la leçon de 2018. Là, octobre 2019… c'est un constat d'échec, je suis bien d'accord avec vous, mais octobre 2019, on a la Fed qui nous dit, d'une certaine façon… Alors que la croissance ralentit en plus, donc l'effet squeeze. Donc à ceux, on finit là-dessus, qui disent que la fin d'année sera compliquée sur les marchés parce que la guerre commerciale n'est pas terminée, parce que d'ailleurs le Trump a les Européens dans le collimateur, parce que les bénéfices, comme ça ralentit, et peut-être sa récession, les bénéfices sont surestimés. Vous, à vous écouter, il n'y aura pas tout ça, il n'y a pas de correction à attendre, puisque derrière, ce que fait la Fed sera bon aussi pour les marchés. Oui, je pense que tout ce que vous venez de décrire, en effet, est connu. Donc, d'une certaine façon,
c'est déjà reflété Ouais. dans les prix de marché. Par contre, ce qui ne l'est pas, Par contre, ce qui ne l'est pas, effectivement, Selon vous c'est la perception, parce que pour l'instant, rien n'a bougé, hein, c'est la perception par les marchés que quelque chose d'assez majeur est en train de se produire sur l'offre de liquidités en dollars, qui, encore une fois, est le carburant de l'économie mondiale. donc de quoi être positif sur la fin d'année pour les marchés. Oui, alors Attention. encore une fois, c'est un Sauf communiqué de 15 secondes le week-end dernier par la Fed. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir creuser, vérifier, s'assurer que ce n'est pas des paroles en l'air et qu'effectivement on va bien voir les 60 milliards tous les mois, etc. Donc il faut. Mais si il faut c'est le pas cas, se encore une plonger. Mais fois- si c'est le cas, c'est vraiment quelque chose de très positif. Oui. Pour les marchés dans les prochains mois. Bon, on aura l'occasion d'en reparler ensemble le mois prochain. Avec Merci d'avoir été plaisir. avec nous, Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci beaucoup.